Et nous allons tout de suite enchaîner par la présentation de Nicolas Verbruggen, qui est un des cofondateurs de l'agence Synapse, et qui, pour ceux d'entre vous qui ont déjà participé à certains de nos plans de formation, ont peut-être déjà eu l'occasion d'être formés par Nicolas, qui a une conférence au titre un peu accrocheur, mais je dois rendre à, non pas César, mais Cléopâtre, la maternité de ce slogan qui est Christelle, puisque loin de vouloir vous dire d'aller vous faire voir, et donc on n'a pas besoin de vous, bien au contraire, c'est une conférence qui va vous donner pas mal de tips pratiques sur comment mieux vous faire voir pour avoir encore plus de clients. Je ne serai pas plus long. Nicolas, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Hop. Ah pardon, s'il te plaît. J'espère que vous êtes bien restaurés et que vous êtes de nouveau plein d'énergie. Donc on est reparti. J'ai un petit écho là. Pour une nouvelle conférence, donc un petit peu différente, mais qui finalement va s'inscrire dans une suite assez logique par rapport à ce que Diedrich vous a expliqué juste avant sur l'IA, vu que finalement ces outils sont assez interconnectés. Le programme de cette conférence, on va d'abord voir quelques chiffres clés du paysage digital 2024-2025, les enjeux donc, dans le domaine du tourisme évidemment en Belgique. On verra ensuite comment est-ce qu'on peut identifier ses propres atouts, même si ça paraît logique, comment est-ce qu'on peut les magnifier, comment est-ce qu'on peut mieux storyteller, raconter des histoires pour embarquer les gens dans votre univers et finalement booster les réservations. On verra ensuite quel est le mix digital que vous devez probablement privilégier pour avoir de meilleurs résultats et plus d'occupation dans vos établissements. Et puis on fera une petite synthèse sous forme de roadmap. Si demain je dois me digitaliser, si demain je dois aller un peu plus loin, par où est-ce que je peux commencer? Alors, on va commencer par quelques chiffres clés. Donc en Belgique, on est environ 12 millions aujourd'hui. Et sur ces 12 millions de personnes, 95% des gens sont connectés tous les jours à Internet et 80% des gens sont connectés tous les jours aux réseaux sociaux. Alors je vais commencer par une première petite question. Et pas besoin du micro, vous pouvez juste crier à haute voix pour cette question-là qui est moins impliquante. Combien de temps est-ce que vous passez chaque jour connecté au web? Un certain temps. Un temps certain. En minutes, en heures? Combien d'heures? 1 heure par jour? On me dit plus. 3 heures? Qui dit mieux? 5 heures? 5 heures, madame? 10 heures? Non, quand même pas. 8 heures? Alors, la réponse en Belgique, c'est 5h22. Alors, le web, c'est large. Ce sont les réseaux sociaux, mais ce n'est pas que ça, évidemment. C'est les recherches sur Google, les news en ligne, c'est une série le soir dans son canapé. Mais donc 5h22 en Belgique. Et 1h30, plus d'1h30 sur les réseaux sociaux tous les jours, par exemple. Et quand on demande en fait, aux gens en Belgique ce qu'ils font pendant autant de temps sur Internet, une des raisons principales, pour en tout cas plus de 50% des gens, c'est trouver où est-ce que je vais passer mes futures vacances et éventuellement réserver en ligne un établissement. Donc le tourisme est vraiment au cœur de ce processus. Donc c'est évidemment plus une question, est-ce qu'il faut se digitaliser? On n'a en fait pas le choix, qu'on le veuille ou non, qu'on aime ou pas en réalité, il faut se digitaliser, il faut aller là où l'utilisateur se trouve. Alors, quid du e-commerce et du e-tourisme? De nouveaux chiffres donc pour le marché belge. Donc on a pratiquement 7 500 000 personnes qui en fait consomment des produits e-commerce, donc les achètent en fait en ligne chaque année. On est 12 millions, donc si vous enlevez les très jeunes ou parfois les personnes un peu plus âgées, c'est évidemment une part significative donc, des gens en Belgique. Et ça représente évidemment une manne financière, budgétaire qui se chiffre en milliards chaque année. Donc il ne faut pas louper le coche. Et donc dans ces produits touristiques digitaux, on retrouve plein de choses, des vols d'avion, des billets de train, mais également des hébergements touristiques, des activités touristiques, bien évidemment. Alors, chiffres par rapport au marché français, mais qui sont parlants, même si on est en Belgique. 82% donc, des Français partis en vacances en 2023 ont préparé leur séjour en ligne.
et 65% ont réservé tout ou en partie leur séjour en ligne. Donc c'est vraiment ça qui se passe. Pareil pour l'utilisation du smartphone. En 2010, seulement 7% des gens réservaient via leur smartphone. Aujourd'hui, 67% des gens le font via leur smartphone. Alors, le marketing digital, c'est plein de choses, mais c'est avant tout de la communication. Et quand on dit communiquer, il y a 3 questions qu'on ne peut pas éviter, et pourtant c'est souvent le cas. Souvent on se lance tête baissée sur Facebook, Instagram, TikTok, on écrit des articles, on fait un nouveau site, enfin peu importe. Mais souvent on a oublié au préalable de se poser 3 questions existentielles. La première question c'est quelle histoire est-ce que je vais raconter? Donc en fait c'est comprendre votre établissement. Ensuite, à qui est-ce que je vais la raconter? C'est comprendre vos publics cibles, qui ils sont, ce qu'ils recherchent, comment est-ce que je vais les séduire, et enfin, comment est-ce que je vais la raconter? Quel est mon ADN différenciant par rapport aux autres, vu qu'il y a évidemment beaucoup d'offres touristiques en Belgique. Et donc, comprendre son établissement, vous me direz, oui, ça fait 10 ans que je travaille dans mon gîte, je le connais par cœur. Pourtant, si on creuse un petit peu, ce n'est pas toujours le cas. Donc, si je vous demande, par exemple, quels sont vos segments de clientèle, ou quel est l'argument phare pour le segment numéro 3 de votre audience, souvent on me dirait, écoute, j'en sais rien. Sauf qu'en fait, c'est évidemment crucial. Donc votre établissement, c'est son histoire, c'est la vôtre évidemment, ce sont vos valeurs, mais c'est aussi vos services, vos activités, et ainsi de suite. Mais on va essayer sur des questions plus complexes. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos seuils de rentabilité? Combien est-ce que je peux dépenser en digital pour espérer générer une vente e-commerce? Si ma nuitée coûte 90 € en moyenne et que je dois dépenser 40 € de budget pour générer une vente, vous perdrez des sous. En tout cas, vous n'en gagnerez pas beaucoup. Et donc, il faut comprendre ce genre de choses avant de se lancer. Et souvent, un bon exercice qu'on ne fera pas aujourd'hui ensemble, mais que je vous invite à faire de votre côté, c'est compléter cette matrice, le Business Model Canva, qui, en fait, en une page A4, va vous permettre de cartographier 100% de votre établissement, de votre entreprise. Et donc, on aura d'abord quelles sont nos activités clés, nos ressources clés, mes partenaires clés, par exemple un guide touristique local, par exemple un musée à côté de chez moi, mon gîte est près de Peridaisa, un partenaire clé c'est Peridaisa. Mais surtout ce qui va beaucoup m'intéresser, c'est quels sont mes segments de clientèle et enfin quelles sont mes propositions de valeur. Alors c'est quoi un segment de clientèle? Et c'est une question fondamentale en marketing avant de faire quoi que ce soit. Avant de se lancer par exemple sur ChatGPT, et je vous invite à le faire, il faut d'abord comprendre quels sont vos segments de clientèle. C'est la base du marketing, c'est la base de la vente, c'est la base du business. Si je ne connais pas mes segments, je me plante. Et ce n'est pas si simple que ça en réalité. Alors un segment, c'est quoi? C'est un groupe de personnes qui est hétérogène à bien des égards. Ils n'ont pas le même âge, ils sont intéressés par des choses différentes, mais qui est homogène par contre au niveau du besoin qu'ils partagent. Par exemple, si j'ai un gîte en Ardennes, je pourrais avoir un segment de famille avec enfants, je pourrais avoir un segment de passionnés de VTT qui viennent entre copains faire un long week-end VTT, et je pourrais avoir un troisième segment B2B qui organise des séminaires ou des conférences, une mise au vert. J'ai 3 segments différents. Les propositions de valeur liées à ces 3 segments seront radicalement différentes. Si je veux aller séduire le B2B, je n'aurai aucun intérêt à lui donner des avantages par rapport au VTT, au local VTT, au départ proche de mon établissement. S'ils font une mise au vert B2B, ça leur est bien égal qu'il y ait en fait un dispositif VTT. Par contre, cet argument-là pour mon fan de VTT, c'est ce qui va le faire vibrer, ce sera mon élément différenciant par exemple. La famille avec des jeunes enfants, de nouveau le VTT, c'est peut-être pas spécialement leur truc. Eux, ils voudront savoir qu'il y a de l'espace, que c'est sécurisé, qu'il y a une barrière autour de la piscine, qu'il y a des accessoires pour les enfants, etc. Autre outil qui est très important, même s'il semble assez basique, c'est de faire l'exercice de comprendre quelles sont vos forces, vos faiblesses, quelles sont les opportunités de l'activité locale, proche de chez vous, etc. Et quelles sont les menaces, la concurrence notamment. Mais donc comprendre ces forces, c'est crucial, c'est ça qui va en fait être le socle de votre plan de communication derrière. Une fois que j'ai compris qui j'étais, quelle histoire je vais raconter, je dois encore comprendre à qui est-ce que je vais la raconter. Et donc en fait, ce qu'on va réaliser, c'est qu'on va reprendre notre business model Canva, notre segment de clientèle. Rappelez-vous, on avait nos fans de VTT, notre famille avec enfants et notre B2B mise over, et on va faire un super zoom pour en fait déterminer une fiche persona. Donc c'est une caricature par exemple, mon public cible VTT. C'est qui? C'est Julien. Il a 35 ans, il est cadre dans une entreprise, il est passionné de VTT, il aime les escapades entre amis pour se déconnecter du quotidien, il est sportif, sociable, il aime le confort sans superflu.
Il fait des recherches sur Google. C'est typiquement le gars qui va taper gîte VTT Ardennes, par exemple. Il utilise également des OTA, Booking, Airbnb, par exemple. Et alors, Julien, il va être sensible positivement, par exemple, au fait qu'il y a des démarrages VTT proches de mon gîte. Par contre, il va être sensible négativement à des prix trop élevés ou à des photos pas conformes, par exemple. Et finalement, si j'ai 10 cartes dans mon jeu et que j'ai une seule carte à donner à Julien, quelle est-elle? C'est certainement pas tous les arguments mis au vert B2B, certainement pas tous les arguments famille avec enfants, ce sera en fait, ici, un argument type, gîte idéalement situé, pensé par des VTTistes pour des VTTistes, avec tout ce qu'il vous faut passer un bon moment entre copains pour votre escapade VTT. Donc c'est vraiment, on passe de l'ère du mass marketing, où en fait j'essaie de séduire tout le monde sur un seul canal, mais qui finalement en fait aura pour conséquence en fait, de séduire personne. Si je vous donne 1000 arguments par rapport à ma société, 90% de ces arguments, vous n'en aurez que faire. Il y en aura peut-être un qui sera par contre très important, mais il sera en fait édulcoré dans la masse. Donc ce que je préférais faire, c'est identifier qui vous êtes, votre profil, trouver un argument et vous le donner, et là il y aura match. Donc c'est plus du mass marketing, c'est du my marketing. Alors je veux bien, Christelle, ça ne te dérange pas, que quelqu'un prenne le micro, faut-il que quelqu'un ose se lancer, et qui me présente son établissement en 15 secondes top chrono. Qui se lance? Très simple, hein? Voilà. Nous avons un volontaire. Donc votre établissement en 15 secondes. En 15 secondes. Un endroit bucolique qui vous donne l'occasion d'un moment entre parenthèses pour profiter de la vie et se laisser gâter. Merci beaucoup. Alors, monsieur ne m'aide pas, parce que je m'attendais à une moins bonne définition. Mais c'est une très bonne définition. C'est une très bonne définition. Hier, on a une définition qui était beaucoup plus rationnelle que la vôtre. On vend du rêve, donc c'est ça qu'il faut faire. C'est ça que je vais essayer de vous apprendre aujourd'hui, à le faire peut-être encore mieux du coup. Mais donc souvent le problème, c'est que quand on demande à quelqu'un ce qu'il fait, c'est qu'on nous répond par une réponse qui est 100% factuelle. Et c'est en fait assez normal et assez logique, on fonctionne comme ça. Et donc souvent, quand on demande à quelqu'un dans le domaine touristique, tiens, explique-moi ton gîte ou ton établissement en 15 secondes, eh bien la réponse est, voilà, on a un gîte pour 8 personnes qui est situé à Stavelot, il y a toutes les infrastructures pour ceci, pour cela, on est proche de telle ou telle activité touristique, et voilà. Bon, puis je demande au suivant, j'ai la réponse, entre guillemets, quasiment la même, si ce n'est que ce n'est pas à Stavelot, c'est à La Roche, et on est proche d'une autre activité touristique par exemple, et c'est pas pour 8, c'est pour 10, mais peu importe. En général, j'ai des définitions tellement factuelles qu'elles ne sont en rien différenciantes. Et c'est souvent le problème, c'est qu'on démarre par ce qu'on appelle le what, donc ce que je fais, le quoi. Or, et c'est pas moi qui le dis, c'est un grand marketeur qui s'appelle Simon Sinek, il a établi ce qu'on appelle le cercle d'or, et il estime que 99% des entreprises ou des personnes qui communiquent mal, et le seul petit pourcent qui reste, qui communique en fait très bien, et qui est donc beaucoup plus mémorable, communiquent tous, c'est quelques personnes de la même manière, c'est-à-dire dans le sens tout à fait inverse de ce que les autres font, en démarrant non pas par le what, mais par le why. Donc pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Donc monsieur nous disait, on vend du rêve, c'est un moment bucolique, entre parenthèses, hors du temps, mais c'est ça que les gens en fait achètent. C'est pas les 3 chambres avec 2 lits superposés, une cafetière dernière génération, et c'est pas ça qu'ils achètent. Ça c'est du what. N'importe quel gîte a une cafetière de dernière génération, si c'est pas le cas, c'est pas très grave en réalité. Des lits, des chambres, c'est juste normal. Le besoin que les gens veulent assouvir, ce n'est pas du tout le gîte en tant que tel. C'est l'expérience qu'ils vont pouvoir vivre dans ce gîte. Et donc, ce qu'on dit là, ce n'est pas du tout de la psychologie, c'est vraiment de la biologie. Si on fait une coupe transversale du cerveau humain, on se rend compte que les strates dans le cerveau humain sont 100% en adéquation avec ce fameux système why, how, what. Le what, de toutes les informations tangibles, rationnelles, active le néocortex. Le néocortex est capable de comprendre beaucoup de choses, mais ne prend pas de décision. Jamais. Ce n'est pas cette partie du cerveau qui régit la prise de décision. Par contre, si on veut générer donc de la décision, donc une réservation par exemple, il faut en fait parler à une autre partie du cerveau qui s'appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, la seule manière de l'activer, c'est de susciter de l'émotion. Si je suscite de l'émotion, j'ouvre la même porte que pour la prise de décision. Si je suis trop factuel, je n'arriverai pas derrière en fait à vendre. Prenez Apple par exemple versus Asus ou HP ou peu importe.
ou même dans les téléphones Samsung versus Apple. Comment est-il possible que Apple vende 2 fois plus d'appareils, 2 fois moins performants, 2 fois plus cher? Irrationnel, ça s'appelle du marketing, ils vendent du rêve, les autres vendent des mégapixels et des double cœurs et des gigahertz. C'est pas ça que les gens cherchent. Alors, du coup, l'idée, et monsieur l'a bien fait, donc je ne vais plus l'ennuyer, mais c'est en fait de reprendre vos définitions qui, certainement, pour beaucoup d'entre vous, auraient été assez rationnelles, et d'essayer de la modifier. Et pour vous aider, vous devez démarrer par « chez notre mission est de Et c'est en fait ce que monsieur a fait. Moment entre parenthèses, hors du temps, permettre aux gens de se déconnecter. C'est ça qu'ils viennent chercher. C'est le pourquoi vous faites ce que vous faites. Ce n'est pas l'outil qui va permettre de s'échapper, c'est en fait l'échappatoire en tant que tel qui va les séduire. Et comment est-ce qu'on le fait? C'est le how. Comment est-ce qu'on le fait? Peut-être que monsieur m'aurait dit, eh bien, grâce à un gîte en pleine nature et des expériences inoubliables pour accompagner nos clients. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a effectivement un gîte à Stavelot avec des lustres superposés, 3 chambres et une cafetière dernière génération. Donc j'ai vraiment inversé le système et donc j'apparais comme étant différenciant enfin. Alors une fois que je comprends mes atouts, que je comprends le système aussi donc de communication inversée, il faut que je réussisse à magnifier ces atouts. Et le premier élément pour les magnifier, c'est le visuel. Vous voyez ici par exemple des visuels des cabanes de Ranziway, j'ai directement envie d'y aller, je me projette. Ici, de nouveau, on a un autre établissement en Wallonie, De Forest, où je vois par exemple ici, à droite, un prix de 230 € la nuit, GLURPS. Je pourrais me dire, bon, c'est quand même des sous. Mais quand je vois en fait ce qui m'attend, je fais directement un peu, comment dire, la contrepartie et je suis directement beaucoup plus motivé. Pareil pour Paradisa Resort, on a vraiment une expérience visuelle qui est très très agréable dès qu'on arrive sur leur site par exemple. Et donc ça me pousse à aller plus loin. Domaine sur les SAR, ici avec quelques exemples de publications Facebook ou Instagram, de nouveau très visuel. Ici on a de l'expérience outdoor qui peut, avec de Southern Experience, qui peut également donc, pas mal m'inspirer avec de la vidéo aussi, et ainsi de suite. Donc le visuel est vraiment ultra important, ça va me permettre de me projeter et en fait de vivre ce why autrement qu'avec des mots par exemple. Alors, quels sont ces atouts? En fait, c'est à vous de me le dire, mais si je peux un peu vous aider, d'abord, il y aura éventuellement une localisation exceptionnelle. Ma cabane dans les arbres générée par de l'IA, par exemple, c'est assez exceptionnel. Je pourrais avoir un hébergement original, une bulle à ciel ouvert, en dessous des étoiles. Je pourrais avoir des expériences culinaires locales assez exceptionnelles. Je pourrais avoir des activités immersives proches de mon établissement. Je pourrais avoir un engagement éco-responsable très fort qui va inspirer les gens. Je pourrais avoir un patrimoine culturel ou historique autour de chez moi qui est également un élément différenciant. Donc il y a beaucoup de forces, beaucoup d'éléments que vous pouvez utiliser pour magnifier en fait votre activité. Alors, autre petite question. On va prendre quelqu'un d'autre parce que monsieur répond trop bien à mes questions. Est-ce que vous pouvez me citer une publicité qui vous a marqué? Une pub donne-moi une pub, quelle est-elle? Si quelqu'un a une idée de publicité. Jupiler. Jupiler, très bien. Ouais, c'est une excellente réponse. Pourquoi? On va voir avec madame. Oui, ok. Ok, Jupiler, on en reparlera, c'est intéressant. Ok, le plaisir, d'accord. Alors, en fait, et ce que je vais vous dire va faire écho, quelle que soit la réponse qu'on ait eue, à 99% de chance, pourquoi est-ce que vous l'avez en tête? Parce qu'en fait, on vous a transporté, en fait, on vous a raconté une histoire. Le format est toujours une histoire. Si je vous dis juste « acheter chez moi, c'est bien », c'est du pur rationnel, c'est du what, ça ne percute pas, vous allez m'oublier directement. Si par contre, je vous raconte une vraie histoire, je pousse donc la porte de l'émotion, et en général, cette émotion va vous impacter et va vous rester dans la tête. Toutes les histoires, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, ou peu importe, ce sont à chaque fois des histoires. Quand on voit les campagnes, par exemple, publicitaires pour Jupiler, pourquoi pas, à chaque fois, on voit l'histoire qu'il y a autour. C'est pas uniquement c'est une bonne bière, point. Il y a en général un setup autour plus créatif qui montre moi aussi j'ai envie de partager un bon moment avec mes potes et boire une bière devant le match de football des Diables et on va vivre une expérience extraordinaire. C'est une histoire.
Et en fait, bon, un autre exemple qui est beaucoup moins fun, mais il va bien vous parler, vous prenez les les communications anti-tabagisme sur les paquets de cigarettes, l'image atroce que vous voyez sur le paquet, c'est une histoire. Hein. Est-ce que tu veux ressembler à ça? Oh non, 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 non. J'arrêterai de fumer. Beaucoup plus que si tu te dis, écoute, fumer, c'est mauvais pour la santé, arrête de fumer. Vous prenez les campagnes de la WSR et les campagnes routières, on vous dit, écoute, arrête de boire, ce soir tu reprends le volant, c'est dangereux. Ouais, c'est bon, arrête, je bois encore un verre. Je vous montre un spot publicitaire où on voit deux amoureux sur le bord de la route, la vie est belle. Un chauffeur arrive, il a un verre dans le nez, il dérape, il les écrase, l'hôpital, le machin, les ambulances. Vas-y, t'as pas de l'eau à me servir parce que j'ai plus envie de boire. Donc vraiment, l'émotion génère donc la prise de décision. Alors, et donc en fait, c'est ce qu'on appelle le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Et cette histoire, elle pousse le why, elle pousse l'émotion et donc elle pousse l'action. Et donc vous prenez Paradise Resort par exemple de nouveau. Une nuit de rêve en immersion au plus près des animaux, s'endormir avec les loups, se réveiller près des ours blancs, rêvasser sur sa terrasse en observant les ours noirs s'ébattre dans l'eau, découvrir les blablabla. C'est de l'histoire. Je m'y vois déjà, je me projette, j'ai envie d'acheter. Club Med date l'esprit libre. Concrètement, ces petits moments simples de bonheur, si la seule raison de vous lever est de vous allonger un peu plus loin, quand vous hésitez entre tennis et trapèze, et que votre programme de la semaine, c'est pas de programme, date l'esprit libre. Je me dis, ah, ça c'est vraiment les vacances. Cette sensation, je me dis, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui? Rien. Vacances. Je me projette, j'ai envie d'acheter. Quelques faits assez basiques qu'on peut transformer. Nous louons des gîtes dans les Ardennes. Factuel. Venez vous reconnecter à la nature dans un gîte niché au cœur des forêts des Ardennes où chaque réveil est accompagné du chant des oiseaux. Alors pour votre info, cette petite phrase, c'est ChatGPT qui me l'a donnée, j'aurais pu le faire, mais donc je fais un peu le lien avec ce que Diedrich vous a montré juste avant. Je prends ici, nous proposons un gîte adapté aux amateurs de VTT, c'est une définition qu'on pourrait retrouver partout. Et pourtant j'aurais pu dire, et c'est la même chose, mais c'est juste la forme qui va changer, le fond est le même, rassemblez votre bande de copains dans un gîte pensé pour les aventuriers, des sentiers VTT au départ de la porte, un garage sécurisé pour vos vélos et une soirée autour d'un feu de camp pour partager vos exploits. Ah, ça va être chouette, hein, les gars, on va réserver. Alors, si je vous montre ces 4 hôtels, lequel choisisseriez-vous? Le 2. Pourquoi le 2? Pourquoi? Parce qu'il y a une fenêtre, ok. Donc le visuel de nouveau, magnifique ses atouts. Le visuel en premier, quoi d'autre? Pardon? La lumière, de nouveau on est sur le visuel, autre chose. Pensez à comment est-ce que vous fonctionnez. Vous allez sur Booking, la note. D'ailleurs sur Booking, je suis certain que certains d'entre vous, quand vous réservez, vous êtes dans le filtre à gauche, exceptionnel ou uniquement les notes 8 ou plus. Si c'est en dessous, ça ne m'intéresse même pas. Et donc de nouveau, eh bien, ces notes et cette e-réputation est vraiment cruciale, évidemment. Alors, selon vous, quel pourcentage des consommateurs consultent les avis en ligne avant de venir chez vous, dans votre établissement, par exemple? Combien sur 100 personnes regardent les avis et ça devient un facteur déterminant pour dire oui ou non? 70%, on me dit. 95%, on y est presque. 93% des gens disent qu'ils consultent des avis en ligne avant d'acheter quelque part, surtout en ligne, et qu'éventuellement, ils passent leur chemin si l'avis n'est pas bon. Au contraire, ils sont d'autant plus enclins à le faire si les avis sont bons. Tout ça pour vous dire que le storytelling, ce n'est pas uniquement les histoires que vous allez raconter, c'est également l'histoire que vos clients vont raconter. De nouveau ici, hein, j'ai un petit coin de paradis, l'appartement est super cosy et très joliment aménagé et donne autant envie de se cacher sous un plaid pour lire un livre que de chausser ses raquettes pour aller explorer les alentours. En plus, cette personne écrit bien, c'est vraiment une histoire, c'est du storytelling. Les influenceurs également font du storytelling pour vous. Ils vont raconter à leur audience l'expérience qu'ils ont vécue chez vous. Je leur fais confiance, j'y vais. Alors, si maintenant on parle des canaux digitaux qu'on peut utiliser concrètement, quels sont ces canaux? Le problème, c'est qu'il y en a trop. Il y en a beaucoup. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Pinterest, YouTube, le SEO, le blog, le SEA, les influenceurs, les vidéos, il y a plein de choses. On va commencer par le plus gros bloc, entre guillemets, ce sont les réseaux sociaux. Selon vous, quels sont les réseaux sociaux les plus utilisés en... Normalement, j'avais un joli petit drapeau belge, mais ils ont mis BE à la place, dans l'export, à mon avis. En Belgique, quels sont les réseaux les plus utilisés? Instagram. On me dit quand même Facebook. Oui?
TikTok. Alors, la réponse, elle est là, donc étude donc, de cette année-ci pour le marché belge. Le réseau social numéro 1 en Belgique en 2024, ça reste Facebook. En termes de nombre d'utilisateurs, et même d'ailleurs en termes de capacité à générer du trafic vers un site e-commerce. Je ne vous ai pas mis les chiffres, mais en 2024, 70% du trafic issu des réseaux sociaux vient de Facebook. Les 30% qui restent des autres plateformes sociales. Donc pour convertir, Facebook reste un très très bon outil. On aura derrière Instagram et TikTok évidemment. On aura également du LinkedIn qui fait des belles poussées aussi pour le B2B. Mais en tous les cas, même si la croissance de Insta et de TikTok est beaucoup plus forte que celle de Facebook qui est plutôt flat, on a quand même une plateforme avec Facebook qui est encore très très utilisable, bien évidemment. Et là, vous le voyez, ce qui par contre fera la différence, c'est la démographie. Facebook a démarré il y a 20 ans ou 25 ans chez des jeunes qui avaient 18 ans, ces gens maintenant ont environ 45 ans. La moyenne d'âge d'Instagram, c'est environ 36 ans, la moyenne d'âge en Belgique, donc cette année-ci. Sur, par exemple, TikTok, c'est 29 ans. Tout dépend donc de votre persona, qui vient acheter chez vous. S'il est jeune, peut-être que je dois dire TikTok. S'il a 35 ans en moyenne, Instagram sera un bon outil. S'il a 40 ans, 45 ans, 50 ans, Facebook sera également un bon outil. Si c'est un peu entre les deux, peut-être les deux. Si ce persona-là est sur Instagram, celui-là est plutôt sur Facebook, j'aurai deux histoires différentes sur l'un et sur l'autre. Donc vraiment, ce persona a une incidence directe sur votre marketing mix. Plutôt que de me lancer tête baissée sur les réseaux, je vais d'abord réfléchir à qui sont mes personas. Donc dans votre cas, en général, le plus logique sera Facebook et Instagram. Pour les plus créatifs, ceux qui ont aussi un peu de temps, qui manient bien la vidéo, TikTok sera intéressant, et LinkedIn pour du B2B, bien évidemment. Alors, quand on travaille sur les réseaux, il y a deux choses. Il y a le fond et il y a la forme. Si j'ai un bon fond et une bonne forme, j'ai un bon contenu. Si j'ai un bon contenu, je vais inspirer les gens et je vais aller plus loin. Alors, quelques éléments pour un bon fond. Un contenu relativement récurrent, qui est lié de près ou de loin à mon entreprise ou à ce qui se passe autour. Très important, un message égale un message, c'est parti. Un message égale une cible. Venir avec, et dans notre super gîte, nous accueillons aussi bien les fans de VTT que les familles avec enfants, que le B2B qui fait une conférence. À vouloir inspirer tout le monde, je n'inspirerai finalement personne. Et donc de nouveau, réfléchis bien à quelle est l'attente de cette personne. J'ai mon persona, je veux publier vers les fans de VTT. Je prends ma fiche persona. Julien, 35 ans, ce qu'il recherche c'est ça, la carte maîtresse c'est ça, mon poste c'est ça. Toi Julien, qui a ça comme problème, je te connais, je te reconnais. Tu veux un argument, le voilà. Donc vraiment, my marketing. Une bonne forme, le visuel et le texte court, aéré, agrémenté par des sauts de texte, des emojis, etc. En faisant aussi un peu attention à chaque code pour chaque plateforme. Des hashtags sur Instagram, pas sur Facebook. Des liens sur les posts Facebook, moins sur les posts Instagram, etc., etc. Alors pour vous aider à créer ces contenus, c'est souvent ce qu'on me dit. Mais moi je veux bien publier 2 fois par semaine, Nicolas, mais je parle de quoi? Alors qu'en fait, il y a 1001 histoires que vous pourrez raconter. Pour vous aider, moi je vous invite à travailler donc, sur une matrice de piliers de contenu. Donc vous installez, ça vous prend 1 heure, et vous imaginez les grandes familles de contenus que vous pourriez utiliser. Autre exercice, vous prenez en fait vos publications des 6 derniers mois et vous les classez en familles. Là, je l'ai fait il y a quelques semaines pour les rapports Charleroi. Et donc, on a imaginé un pilier, inspiration et destination. Okay, on a imaginé un pilier, expérience passager. On a imaginé un pilier, communauté proximité, offre spéciale ou encore engagement sociétal. Et dans ces piliers, on a listé, ici par exemple pour l'éco-responsabilité, on aura la journée mondiale de l'environnement, on aura par exemple des partenariats locaux éco-responsables, on aura une logique de reboisement local. Si je prends notre pilier offre spéciale, on aura l'offre exclusive du mois, des concours voyages, des packages famille, des promotions flash pour les city breaks, etc. Et donc dans votre cas, quels seraient ces piliers? En fait, c'est à vous de le faire l'exercice. Mais pour vous aider, vous aurez probablement un pilier sur votre établissement, un pilier sur vos produits, vos services, un autre sur votre région, ses richesses, un autre sur vous, votre histoire, vos clients, leurs histoires, leurs expériences, leurs témoignages, des contenus plus buzz, comme des jeux concours, par exemple. Et une fois que j'ai mes piliers, en chaque début de mois, quand je démarre mon planning éditorial, c'est très simple. J'ai post 1, post 2 sur Facebook, post 1, story sur Instagram et post 1 sur LinkedIn. Moi, je veux publier 1 fois par mois sur mon établissement. Allez hop, je remplis cette case-là.
Celle-là, elle est OK. Moi, je publie 2 fois par mois sur mes produits et mes services. Allez hop, 2, 3, etc., etc. Donc vous allez créer en fait des calendriers de contenu beaucoup plus facilement et surtout beaucoup plus percutants. Et vous passerez d'une gestion de contenu opportuniste, ah, il y a un truc qui se passe la semaine prochaine, je vais le faire. Ou ah mince, si j'avais su, j'aurais bien fait un petit truc par rapport à ça, à une gestion de contenu beaucoup plus proactive. Alors, le contenu, c'est super. Ça prend du temps, mais c'est super. Une fois que vous avez donc un bon contenu et que vous publiez sur Facebook, par exemple, vous voyez en dessous de la publication que vous avez le nombre de personnes touchées par cette publication. Qui peut me dire, en général, il touche combien de personnes? Vous publiez une news, combien de personnes la voient? Quelqu'un a déjà fait attention à ça? Entre 80 et 100 personnes. Vous savez qui sont ces gens? Tout le temps les mêmes. Et ce sont en fait vos amis, votre famille, bref, les gens qui veulent vous encourager et qui vont interagir avec vos contenus. Et c'est bien là qu'est le problème. Hier, quand on était à Houtin-le-Val, à la pause, une dame me dit « Mais regardez, j'ai un bug sur ma page. J'ai plus aucun like, j'ai plus aucune interaction. » Ben, il n'y a aucun bug en fait, c'est simplement que personne ne voit ce que vous publiez. Pourquoi? Parce que l'algorithme va en fait réduire drastiquement la portée naturelle ou organique de vos publications pour vous inciter à faire quoi? À payer, à faire de la publicité. Bon, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'avant c'était gratuit. Avant j'avais 1000 abonnés, je publiais un truc, 1000 personnes le voyaient, et puis les gens likaient, commentaient, partageaient, effet boule de neige, et j'avais des portées assez astronomiques, et donc tout le monde voulait beaucoup de likes d'ailleurs. Aujourd'hui, cette portée organique n'est plus que de 5% de votre audience. Et donc, l'algorithme veut vous pousser à avoir recours à des campagnes payantes, des campagnes sponsorisées. Donc, mauvaise nouvelle, ça devient payant. Par contre, bonne nouvelle, il y en a deux. La première, c'est qu'on peut toucher absolument qui on veut. Quand je publie un truc et que mes abonnés le reçoivent et qu'ils le partagent, leurs amis, les amis de mes amis ne sont pas spécialement mes amis. Okay? Donc, est-ce que ça les intéresse? Je n'en sais rien. Mes amis VTTistes, qui aiment mon gîte VTT, leurs amis ne sont pas spécialement des VTTistes. Okay? Par contre, avec les campagnes sponsorisées, je vais pouvoir déterminer à qui est-ce que je vais envoyer. Eh bien, par exemple, mon week-end pour 2, chalet de luxe avec wellness privé dans les Ardennes. Et donc, je vais faire apparaître cette publication dans le fil d'actualité de personnes qui ne me connaissent pas du tout, mais qui pourtant ont le bon profil, grâce à des critères géographiques, démographiques, des centres d'intérêt, des comportements sur Internet. Je pourrais même aller encore plus loin. Regarde Facebook. J'ai eu 300 réservations sur mon site e-commerce. Prends le profil de ces 300 personnes, tu analyses ça de tous les côtés et tu me trouves 5% de la population belge qui ressemble le plus à ces 300 personnes. Et j'ai une audience sosie de mes clients et derrière, j'ai beaucoup plus de performance. Vous parlerez d'acquisition cet après-midi. LinkedIn, j'ai des audiences ou des critères B2B extrêmement forts. Le métier, donc le job title, l'entreprise, la taille d'entreprise, le secteur d'activité de l'entreprise, le niveau hiérarchique dans l'entreprise, etc., etc. Aussi, on peut faire ce qu'on appelle du remarketing. Je vais sur le site de Ryanair, je veux partir ce week-end à Rome. Charleroi-Rome, 200 €. Trop cher, c'est pas grave, on ira plus tard. Je me connecte le soir sur Instagram ou sur Facebook, j'ai une pub qui arrive, en voulez-vous pour la Dolce Vita, 200 € barré, 129 €. Magique, je réserve. Il n'y a rien de magique, c'est évidemment fait exprès, c'est du remarketing. Je sais que tu veux y aller. Tu n'es pas prêt à payer le full price, c'est pas grave. Moi, 129 €, je gagne encore ma vie, et mon avion, quoi qu'il arrive, il va de toute façon décoller. Je préfère que tu payes 129 et que tu prennes un siège, plutôt que le siège soit vide. Remarketing. Et en général, on travaille comme ça, on travaille en séquence. D'abord, je vais venir en fait vous expliquer qui je suis, donc en top de funnel, ce que je fais, mon établissement, c'est joli, la région. Donc je fais vraiment de la notoriété. Dans un temps 2, ces personnes qui savent maintenant qui je suis et que c'est chouette chez moi, vont comprendre pourquoi est-ce que mon établissement répond parfaitement à leurs problématiques. Toi qui aimes le VTT et qui as compris que dans une belle région que j'ai un beau gîte, regarde, j'ai plein de propositions de valeur type pour les VTTistes comme toi. Les départs proches de la porte, le local spécial pour protéger les vélos, etc., etc. Et enfin, c'est quand tu as compris que c'était super chez moi et que j'ai tout ce qu'il faut pour te convaincre, eh bien, il n'y a plus qu'à cliquer ici en dessous et viens réserver chez moi. Donc c'est un travail en funnel, comme on l'appelle. Alors, la deuxième bonne nouvelle, après qu'on peut cibler qui on veut, on pourrait cibler les femmes uniquement, avec 2 enfants entre 8 et 9 ans, intéressés par ceci ou cela. Deuxième bonne nouvelle, combien ça coûte
de faire ça. Si je veux toucher 1000 personnes extrêmement ciblées, combien ça coûte? Combien? 20 €. Alors ce serait pas cher, parce que si je veux faire 1000 flyers, le concevoir, l'imprimer, le distribuer, 50 centimes le flyer, 1000 personnes, 500 €. 20 €, ce serait pas cher du tout en réalité. La réponse, et c'est ça la deuxième bonne nouvelle, ça va coûter en moyenne 10 €. 10 €, donc 50 fois moins cher qu'un canal comme par exemple la distribution donc, de flyers, admettons. Et en plus de ça, les flyers, je ne maîtrise pas qui va les ouvrir. Hein. Je ne sais pas si le gars fait du VTT, hein. J'en sais rien. Il y a d'ailleurs peu de chances qu'il en fasse. Grâce au digital, 1000 personnes, seulement 10 €, et 1000 personnes qui font du VTT. Peu importe, sur une journée, sur une semaine, sur un mois, peu importe. 1 € par jour minimum, en réalité. Mais donc 10 €, 1000 personnes. Si maintenant on passe au deuxième gros bloc, c'est le bloc donc de Google, du référencement, qui est ultra important, bien évidemment, le référencement. C'est quoi une bonne stratégie de référencement? La réponse est ultra simple, elle est très logique. Si je veux être bien référencé, pour capter un maximum de demandes sur des mots-clés spécifiques, c'est prendre le plus de place possible sur la première page de Google. Et dans le meilleur des mondes, je prends les positions les plus hautes sur la page. Il y a 3 outils pour le faire. Il y a d'abord le référencement payant, qu'on appelle Google Ads ou le SEA, Search Engine Advertising, qui apparaît tout en haut des pages avec le petit label sponsorisé. Hein, vous avez sûrement déjà tapé votre propre nom d'établissement et vous avez vu Booking sponsorisé au-dessus de chez vous. Pas très chouette. Ça, c'est donc du référencement payant. Donc je paye Google pour apparaître en premier sur la page, sur un mot-clé spécifique. Ensuite, j'ai les fiches d'établissement Google My Business. Beaucoup d'entre vous ont déjà une fiche Google My Business, qui est très utilisée et très plébiscitée par les internautes. Et puis, j'ai le référencement naturel, ici en dessous, qui donc lui dépend donc de l'optimisation technique et sémantique de votre site Internet. Alors, on va commencer par le référencement payant, celui qui est tout en haut, donc les annonces sponsorisées sur Google. Le système, en réalité, n'est pas très compliqué. Google me dit, si tu veux apparaître chez tel ou tel type de personnes, dans telle ou telle zone géographique, qui ont tel ou tel âge, et qui tapent sous tel ou tel mot-clé spécifique, donc qui à l'instant T vous recherche, donc potentiel de transformation très 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 élevé. Hein, si je fais une pub sur Facebook, gîte pour les VTTistes, et que je l'envoie vers des gens qui font du VTT, rien ne me dit qu'à l'instant T ils veulent partir. Hein. Peut-être que ce week-end ils font autre chose. Par contre, si c'est eux qui viennent sur Google, gîte, Stavlo, VTT, Enter, il est chaud, il veut venir maintenant. Hein. J'ai intérêt donc à apparaître. Et donc Google me dit, eh ben, si tu vas apparaître sur ces mots-clés, eh ben, en moyenne, admettons, ça va te coûter plutôt 62 centimes par exemple. Okay, donc ce coût par clic fluctue et dépend de l'offre et la demande. Si j'ai plein de demandes et très peu d'annonceurs, le gâteau est immense. Google me dira, no stress, chacun aura un bout de gâteau, ça ne coûtera pas très cher. Si par contre j'ai une certaine demande, et dans votre domaine il y a plein de demandes, mais il y a également plein d'annonceurs, et notamment les gros OTA qui investissent également sur du SEA, eh bien, ça coûtera un peu plus cher. Alors, est-ce que vous seriez prêt à payer 62 centimes le clic? Là, comme ça. Madame. 62 centimes, vous avez un clic de plus. À certaines périodes, ok. Hier, on m'a dit, de but en blanc, jamais, beaucoup trop cher. Et donc, je demande à ce monsieur, beaucoup trop cher, mais combien coûte une nuitée chez vous? Là, j'ai eu un peu de chance hier. La nuitée était relativement onéreuse, 600 €, en moyenne une réservation. Ok, 600 €. Une réservation, hein, il y a peut-être beaucoup de choses autour. Et donc je dis à ce monsieur, donc, on ne paye pas 62 centimes, pas question. Et pourtant, pour avoir 100 personnes sur votre site, ça vous coûte 100 fois 62 centimes, 62 €. Sur 100 personnes qui naviguent sur mon site, on peut estimer que le taux de transformation, de conversion, est par exemple de, admettons, 2%. Donc sur 100 personnes qui naviguent, 2 vont réserver. Coût par nouveau client, 31 €. Est-ce que je suis prêt à payer 31 € pour générer une réservation à 600 €? Bah, bien évidemment que oui. Par contre, si maintenant ma réservation coûte en moyenne 75 € et que mon coût par conversion est de 31 €, évidemment ce sera plus compliqué. Donc dans certains cas, ce sera très intéressant. Hein, hier, j'ai une dame qui est aussi venue me voir. Moi, j'ai un gîte pour 18 personnes. En référencement payant, c'est bingo, hein, ça marchera d'office. Hein. C'est un grand gîte. Voilà, donc c'est le référencement payant. Ensuite, on a donc la fiche d'établissement Google My Business. Ces petites fiches qui apparaissent, qui sont gratuites, qui ne coûtent rien à créer et qui derrière sont déterminantes. Et on les oublie trop souvent, ou du moins on a créé cette fiche, on ne l'a jamais optimisée. Google va mieux la référencer si elle est mieux complétée
tout simplement. Et donc, quelles sont ces possibilités d'optimisation? D'abord, c'est le nom de la fiche. Le nom de la fiche, c'est votre établissement, mais ce sont également des mots-clés qui correspondent à ce que les internautes vont taper. Gîte, VTT, Ardennes, le nom de mon gîte, par exemple. Donc, c'est le nom, la catégorie, c'est les coordonnées, les horaires, la description, les produits, les services, les attributs. Au plus cette fiche est complète, au plus elle va sortir sur des mots-clés spécifiques. Si j'ai mis le bon mot-clé dans le nom, dans la description, dans le produit ou dans les services. Et en plus de ça, au plus elle est complète, au plus Google aura tendance à bien la référencer, parce que le job de Google, c'est de fournir le meilleur résultat à l'internaute. Et donc, si ma fiche est complète, il va se dire « Ok, elle est complète, elle est mise à jour, c'est un bon résultat, je la pousse ». Une fiche qu'on a créée il y a 10 ans, qu'on n'a jamais touchée, il va se dire « C'est un peu obsolète ». Autre élément important là-dessus, on parlait tout à l'heure des avis, ce sont donc ces notes globales et ces avis sur les fiches My Business. Au plus j'ai d'avis, au plus j'ai de bons avis, au plus Google va la pousser pour fournir à son utilisateur un bon résultat. Troisième élément en référencement, c'est le référencement naturel, donc le SEO, Search Engine Optimization, qui est d'ailleurs en train de se transformer. Vous avez une conférence sur l'IA ce matin. On va bientôt parler de GEO, le G pour génératif ou générative. Et donc, c'est en fait des ChatGPT par exemple, ou des Gemini, ou peu importe, qui vont vous donner des résultats. En fait, plutôt que de devoir chercher les choses, ce sont en fait ces plateformes qui vont vous pousser les réponses. Okay, donc c'est le futur du SEO, ça s'appelle le GEO. Mais concrètement, c'est quoi ce référencement naturel? C'est optimiser techniquement mon site d'abord. C'est quoi techniquement? Google, ce qu'il veut, retenez toujours ça, ce que veut Google, c'est offrir un bon résultat à un internaute. Pourquoi est-ce que vous utilisez tous Google et pas Yahoo? Faites une recherche sur Yahoo, vous aurez vite compris, quoi. Vous ne trouverez pas ce que vous recherchez, ou plus difficilement. Sur Google, en général, je trouve facilement, c'est rapide, c'est efficace. Si Google veut garder les gens contents, il doit leur donner des résultats qui sont concrets, cohérents, de bonne qualité. Et donc, il va également promouvoir les annonceurs qui travaillent bien, simplement. Et donc, il faut que j'ai un site rapide, responsive, donc adapté au mobile, etc., etc. Donc, d'abord, il y a une analyse technique, entre guillemets. Et puis, il y aura surtout un travail sémantique. Je vais devoir déterminer les mots-clés qui m'intéressent. Par exemple, gîte, VTT, Ardennes, c'est mon mot-clé primaire, par exemple. Je pourrais avoir 3 pages, une page pour le VTT, une page pour les familles avec enfants et une page, par exemple, pour le B2B mise au vert ou les team building. Admettons, mon mot-clé ici, c'est gîte, VTT, Ardennes. Eh bien, ce mot-clé, je dois aller le mettre à tous les endroits importants en termes de SEO pour Google. Alors, c'est un peu technique, mais je vais vous donner quelques pistes. Prenez par exemple ici, donc on a le site des cabanes de Ranzihoué. Alors, je peux me permettre de dire que leur SEO n'est pas terrible parce que tout ce qu'ils font à côté est vraiment très très bon. Mais donc, si par exemple, je prends le titre qui apparaît dans Google, vous voyez, quand je fais des petites recherches dans Google, c'est ce qu'on appelle les métadonnées. La métatitre et la métadescription. La métadonnée et les cabanes de Ranzihoué, est-ce qu'elle reprend un mot-clé intéressant? Non. J'ai le mot-clé cabane éventuellement, mais à part ça, pas. Hébergement insolite, gîte, je ne trouve pas. Donc, ils n'ont pas mis les bons mots-clés au bon endroit. Est-ce que dans la métadescription, je retrouve des mots-clés intéressants? La réponse est non. Et donc, de nouveau, ça n'a pas été complété. Quand je vois le titre tout en haut de leur page d'accueil, des cabanes de charme au cœur de la forêt, bon, de nouveau, peut-être qu'ils m'auraient dit, mais en fait, Nicolas, notre mot-clé, c'est cabane forêt, donc tais-toi, peut-être. Je pense pas. Mais bon, de nouveau, dans ce titre, vous n'y voyez qu'un titre, avec des grosses lettres, mais dans le code de la page, il y a ici ce qu'on appelle une balise H1 dans l'HTML, header 1, le titre 1. Le mot-clé que je mettrai entre ces balises sur Google, Google comprendra que, sur son site, pardon, Google comprendra que c'est un mot-clé qui a beaucoup plus de valeur et que c'est là-dessus que moi je vais apparaître. Les images sur votre site, faites clic droit, enregistrer sous, nom de l'image, 1, 2, 3, 4, X, Y, Z. Pas de mot-clé. Même l'image doit avoir le bon mot-clé. Donc c'est prendre mon mot-clé primaire et c'est le mettre dans ma métatitre, description, dans mes balises titres H1, H2, H3, dans les textes de mon site, dans l'URL de ma page, dans le nom de mes images, et ainsi de suite. Et là, j'aurai un bon référencement naturel sur des mots-clés spécifiques. Alors, quand on parle de SEO, on parle aussi souvent de contenu, on parle aussi souvent de blog.
Un blog, si vous ne faites pas ce qu'il faut pour qu'il soit bien référencé, vos articles, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut bien réfléchir. Je vous donne un exemple très concret. Il y a quelques mois, nous travaillons pour un groupe d'hôtels à Lille qui s'appelle Hôtel de Lille. On va pas être très loin à chercher le nom, mais c'est un bon nom en termes de SEO. Hôtel de Lille. Et on établit la stratégie annuelle l'année passée et on se dit, tiens, en 2024, il y a les JO, les Jeux Olympiques. Et on a beaucoup de gens qui vont chercher un logement à Lille parce qu'il y aura des épreuves à Lille. Et il y a aussi beaucoup de gens qui vont aller dormir à Lille parce qu'il y a des épreuves à Paris, mais qu'à Paris, tous les hébergements ont fait x10 au niveau des prix. Et donc, on veut être référencé là-dessus. Et on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, etc. Et donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Et donc, on rédige différents articles de blog, 100% optimisés en termes de référencement naturel, sur le mot-clé hôtel, Jeux Olympiques, Lille, simplement. Et donc, il y a quelques jours, quand je préparais mes slides, je fais le test. Sur Google, je tape quel hôtel Jeux Olympiques Lille, ou même Jeux Olympiques Lille Hôtel, ou Hôtel JO Lille, peu importe. Et le premier sur la page, tout en haut, c'est Hôtel de Lille, JO 2024, quel hôtel choisir à Lille pour suivre les épreuves. Et donc mon article, en plus d'amener un chouette contenu, est super bien référencé en termes de référencement naturel du coup, parce qu'il a été reprendre ces bons mots-clés aux bons endroits, et donc j'ai une très bonne position. Et donc, je pourrais avoir des articles sur les VTT, ou des randos VTT, ou des itinéraires VTT, ou je pourrais avoir des articles sur mes familles avec enfants. 5 bonnes raisons de réserver notre gîte si vous avez des enfants en bas âge, j'en sais rien. Je pourrais aussi créer des articles sur mon persona B2B ou team building, par exemple, et ainsi de suite. Alors, une fois que j'ai compris ce genre de choses et que j'ai une page Facebook, un Instagram, j'ai Google, j'ai du référencement naturel, j'ai une fiche My Business, j'ai du bon contenu, j'ai du bon storytelling. Souvent, quand même, on a tendance à travailler en silo. Je gère ma page Facebook de mon côté. Je gère mon site de l'autre. Je gère ma newsletter encore à côté. Je fais mes flyers encore à quelqu'un d'autre. Et donc souvent, souvent j'entends ça, le site c'est moi qui gère, l'Instagram c'est ma femme. Vous communiquez parfois sur le contenu, bon, pas vraiment, chacun fait son truc. Donc le problème c'est qu'on travaille en multicanal. Bon, c'est déjà très bien de faire du multicanal, ça veut dire qu'il y a plusieurs canaux. Le pire, c'est de ne rien faire. Hein. Et puis il y a le monocanal, et puis il y a le multicanal. Donc c'est quand même déjà 3 sur 4, c'est pas mal. Le dernier step, c'est l'omnicanal. C'est se dire, j'ai un utilisateur au centre, et autour de lui vont graviter différents canaux qui vont l'accompagner, le faire mûrir jusqu'à ce qu'il réserve chez moi. Je prends un exemple. Je tape des mots-clés dans Google, ici en janvier, destination City Trip 2025. Ou Pâques 2025, peu importe, Enter. Je tombe sur des résultats sur Google et je tombe sur un article de blog créé par, admettons, Ryanair, okay, ou par exemple Ryanair. Et donc un article de blog, je le consomme, ouais, c'est sympa, c'est pas mal quand même, hein, Riga, ou c'est pas mal, j'irais, ouais, c'est pas mal. C'est trop tôt, on n'est pas encore à Pâques, hein, donc c'est trop tôt, quoi. Et donc, moi je ne le sais pas, mais ce qui se passe derrière, c'est qu'on m'a placé un petit cookie lors de ma visite sur l'article de blog sur cette page web. Et donc Google sait que je suis intéressé par la City Trip à Pâques. Et puis donc Ryanair va se dire, OK, eh bien maintenant que j'ai ce petit cookie, je sais qui a fait cette recherche, et sur les réseaux sociaux, je vais lui envoyer en fait des focus sur des destinations de City Trip à Pâques. Hein, de nouveau, je verrai Riga par exemple. Ah, c'est super, Riga c'est beau, il y a plein de visuels, il y a plein d'activités touristiques en plus à ce moment-là à Pâques, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis quand je suis mature et qu'on est à 3 semaines de Pâques et je veux vraiment y aller, j'ouvre mon ordinateur, Google, et je tape directement vol, je sais pas moi, Belgique-Prague, quoi, Enter, ou vol Riga, Enter. Et là j'ai une annonce payante, du référencement payant, de Ryanair qui sort, envolé pour Riga, à prix défiant toute concurrence. Je clique, je convertis. Donc j'ai du multicanal, ici en l'occurrence. Si j'avais eu que ma campagne Google Ads, envolez-vous vers Riga, mais que je n'ai pas semé la petite graine, tu dois aller à Riga, personne ne va taper ce mot-clé, aller à Riga. Donc c'est une logique omnicanal avec plusieurs éléments. Un exemple plus simple, quelqu'un arrive sur votre... On dit en général hein, que 95% des gens qui arrivent sur votre site ne convertiront pas, n'iront pas plus loin. Qu'est-ce qui a pu manquer? L'expérience, les photos, le prix trop élevé, peu importe. Je peux remarketer ces gens et leur renvoyer sur les réseaux par exemple, eh bien, de la réassurance, un témoignage de client, une vidéo de moi qui présente mon établissement, les activités touristiques dans les semaines à venir,
une disponibilité last minute, une action tarifaire spéciale, un jeu concours, peu importe. Donc, pour résumer, en quelques points, en 5 points, si vous devez donc demain vous professionnaliser, aller plus loin dans votre démarche, première étape, et pas des moindres, donc ne skippez pas ça comme on le fait trop souvent. Première étape, une phase stratégique, votre entreprise, vos publics cibles, votre ADN. Deuxième étape, vous allez déterminer grâce à cela uniquement en réalité votre mix digital. Quelle plateforme je vais utiliser? Et je ne dois pas tout utiliser. Hein. Je pourrais dire, ok, mais mon petit-fils me dit que TikTok, il faut absolument y être. Mais si moi, les gens qui réservent chez moi ne vont pas sur TikTok, ça bien, c'est peut-être très chouette, mais je n'irai pas dessus. Peut-être que le référencement payant n'est pas rentable pour moi, alors que pour l'autre, il l'est. Donc je dois déterminer mon mix digital sur base notamment donc, de mes personas et de ma réalité. Troisième étape, les réseaux sociaux, avec 2 grandes phases. Le contenu d'une part, donc les images, le visuel, les textes, et donc le storytelling, les histoires, en démarrant par ce fameux why. Quatrième étape, le référencement, apparaître là où il faut sur Google. Et donc pour ce faire, référencement payant, éventuellement. My Business, là vous n'avez pas le choix, il faut de toute façon le faire, absolument, c'est gratuit en plus, et c'est très efficace. Et enfin, le référencement naturel SEO. Et pour terminer, dernière étape, eh bien, il faudra certainement imaginer un espèce de mix omnicanal pour accompagner ces personnes vers plus de conversion, et donc c'est ce qu'on appelle l'acquisition en e-commerce. Et donc j'ouvre un peu la voie au prochain orateur qui vous parlera cet après-midi d'acquisition e-commerce, et donc de vente et de chiffre d'affaires. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, monsieur? Attendez, Christelle arrive. Je vous entends pas, désolé, excusez-moi. Ah, pardon. Oui, pardon. Vous parlez de paiement pour des publicités Google, ADS et compagnie. Oui. On parle toujours de 400 €. Et oui. Les 400 €, il y a moyen de faire des paiements moins onéreux, peut-être? Des paiements pour, pardon? Moins onéreux. Moins onéreux? Onéreux. Alors, donc effectivement, Google essaie donc de vous aguicher avec une espèce d'offre d'entrée. Je vous offre 400 €. Si vous allez plus loin, vous le verrez. Je t'offre 400 € si d'abord tu dépenses 400 €. Ouais, c'est ça, ouais. Donc la promo, en fait, elle sera valable que si en fait, on dépasse 400 € de dépenses réelles pour avoir un voucher de 400 €. Actuellement, c'est même si tu dépenses 800, je t'offre 800. Donc pour avoir cette action de Google, non, il faut dépenser 400. Par contre, je peux faire du référencement payant avec des budgets qui sont moindres. Je pourrais me dire, moi, je dépense par jour, par exemple, 5 €, et donc je dépense 150 € par mois. Ou 10 €, donc je dépense 300 € par mois. Donc je choisis mon budget comme je le souhaite. Ce n'est pas tous les clics, je paye 62 centimes. Non, je définis le budget donc à l'avance. Donc moi, si je me dis, tiens, je vais commencer avec 5 € par jour, et que mon coût par clic est à 50 centimes, j'aurai droit à 20 clics que je n'aurais jamais captés sans ce système-là, par exemple. Oui, d'accord. Vous parlez de 5 € à dépenser sur Google ou sur Facebook? Ce sont 2 outils différents. Oui, d'accord. On peut faire 5 € sur Google. Bien sûr. Ah, ok, je savais pas. Sur l'un ou sur l'autre. Donc, D'accord. l'outil publicitaire de C'est ça, Google, ma c'est question. Google Ads. Apparaître tout en haut des recherches dès que des internautes qualifiés vous recherchent avec des mots-clés spécifiques. Les réseaux, c'est plutôt promouvoir une publicité, un message spécial vers des gens entre guillemets spéciaux. Donc, c'est de la suggestion qualitative. Merci, ouais, merci. Merci à vous. Madame a une question, je vois. Voilà. Bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir pour votre approche omnicanal, est-ce que vous avez des exemples gratuits sans payer des publicités? Des exemples de strat omnicanal sans publicité? Oui, sans être payant. Est-ce qu'il y a des façons de faire ça? Alors, oui. Un exemple sans payer en omnicanal. Eh bien, je vais même faire là un exemple omnicanal, mais même de fidélisation. Donc, je suis encore plus loin dans le funnel. Tous les gens qui viennent chez vous, par exemple, dans votre établissement, en e-commerce, un élément clé de la réussite, c'est le réachat. Parce que mon coût par acquisition, il est unique. Si je paye 30 € de marketing pour vous avoir dans mon gîte, la deuxième fois, vous reviendrez peut-être chez moi, je ne devrai plus rien payer, vous me connaissez déjà. Donc mon coût par acquisition, par vente, sera plus de 30, mais sera de 15. Et donc de l'omnicanal intelligent sans payer, j'ai ma database de clients et j'envoie des offres récurrentes ou des nouveautés par email à ma database ou par WhatsApp à ma database. C'est de l'omnicanal
j'aurai peut-être une première vente via Google Ads ou via les réseaux sociaux, ou même via du naturel si je ne paye pas, et puis peut-être une deuxième vente via par exemple du mailing. Donc oui, il y a évidemment donc, des logiques omnicanales sans payer quoi que ce soit. J'ai fait des campagnes de notoriété avec des influenceurs, où je publie bien sur mes réseaux, fréquemment, etc. Où je fais même une action omnicanale, même en dehors du digital. Je fais une action dans... j'ai un super deal avec l'agence du tourisme local, par exemple. C'est du one-to-one, on se connaît bien, et souvent ils vont me pousser. Ou des restaurateurs locaux qui vont vers chez moi. Peu importe. Eh bien, en fait, ceci donc, peut déboucher à, si derrière vous faites d'autres publications ou d'autres publicitaires, et que les gens vous voient, ah mais tiens, je l'ai déjà vu quelque part, ça a l'air bien, on m'a dit que c'était bien, hop, je convertis. Donc l'omnicanal, derrière un mot un peu scientifique, c'est juste faire interagir plusieurs canaux dans le processus de vente d'une seule et même personne. Et donc omnicanal peut aussi impliquer des canaux en dehors du digital, et puis des canaux digitaux. On peut voir un flyer au mois de janvier, faire des recherches au mois de février, ah mais je les ai vus, tu te souviens, on a eu un flyer dans la boîte aux lettres, ça avait l'air bien, hein. Je suis en confiance, je sais ce que c'est, j'avance. Avait une dernière question. Oui. Malheureusement, vous pourrez, je pense, voilà, poser vos autres questions à Nicolas pendant la pause. Bonjour. Vous avez dit tout à l'heure que seulement 5% des followers voyaient encore nos publications. Oui. C'est bien ça. Oui. Quel est encore l'intérêt alors d'avoir un grand nombre de followers sur sa page? Cosmétique, réassurance. Ça fait bien. C'est tout. Parce qu'ils ne voient plus. Nous, l'intérêt de faire des publis, c'est qu'elles soient vues par les followers qui sont, on essaie que ce soit un maximum d'anciens locataires, donc pour faire de la redite, pour qu'ils reviennent. Oui. Mais ici, on perd cet intérêt. Alors oui, bon, le 5%, donc c'est une moyenne. De nouveau, et retenez, c'est comme pour Google. Des bons résultats arrivent chez plus de... Enfin, si vous êtes un bon annonceur, on va vous privilégier. C'est pareil chez Facebook. Si j'ai des bons contenus qui récoltent beaucoup d'engagement en général, Facebook va se dire, OK, moi finalement ce que je veux, c'est que les gens qui passent du temps sur Facebook aiment ce qu'ils s'y passent et donc vont rester sur Facebook. Hein, ce que Facebook vend, son premier atout, c'est l'audience qu'il a. Hein. Donc il veut maximiser l'expérience utilisateur. Et pour ça, il a intérêt à m'envoyer des contenus qui me plaisent. Et donc un annonceur qui a des contenus qui sont engageants, avec des bons taux d'engagement, des bons taux d'interaction, des likes, des commentaires, des partages, etc., répétition, des clics vers mon site, il va se dire, OK, c'est un bon contenu qui est plébiscité, et donc je vais lui offrir peut-être 6%, 7% de visibilité organique. Mais ça va quand même rester à quelques pourcents seulement de vos abonnés. Maintenant, est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir 200 abonnés ou 2000 abonnés? Au niveau cosmétique, c'est très important. Il y a beaucoup de gens qui recherchent leurs vacances, par exemple, sur Instagram ou des prochaines destinations via des hashtags ou autres. Il y a vraiment un élément qui est marquant, c'est que les gens regardent ce nombre de followers pour comprendre si ça vaut la peine ou pas. S'il y a 5000 abonnés, c'est pas mal, hein. Les gens vont là-bas, les gens aiment ça. Si j'ai 50 abonnés, peut-être que je cuisine aussi bien que le voisin, mais les gens ne viendront pas chez moi. C'est comme les événements sur Facebook. Les événements, c'est à double tranchant. Hein, moi, souvent, mes clients me disent, est-ce qu'il faut faire un événement, Nicolas, un format événement? Je dis, ça dépend. Parce que si tu as 2000 inscrits à ton événement, les gens vont venir. C'est bien, je dois y aller. S'il y a 2 pelés et 3 tondus qui vont à l'événement, personne ne viendra derrière. Donc, les likes, c'est cosmétique. Est-ce qu'on peut imaginer une stratégie sur les réseaux sociaux sans aucun budget média, si c'est la question? Mon avis, c'est que non. Mais la bonne nouvelle, c'est que même si j'ai un budget de 50 € par mois, 10 €, 1000 personnes, 50 €, 5000 personnes. Donc voilà. Mais une stratégie sans aucun média, avec un peu de technique et c'est jouable, hein, sur des plateformes un peu virales comme TikTok ou comme Instagram, mais sur Facebook, sans aucun budget média, courage.